Donc bonjour, mon nom est Michel Gagnon. Je travaille à l'Institut économique de Montréal. Et je vous souhaite la bienvenue à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir à cette édition 2010 de la série Événements politiques de l'Institut économique de Montréal. Je suis vraiment heureux que Maxime ait accepté notre invitation. Maxime est un ami de longue date et fut, comme vous le savez, un collègue à l'IEDM pendant un certain temps. C'est d'ailleurs moi qui ai eu le plaisir de le présenter à M. Harper, qui est également un ami de longue date, et j'avais présenté Maxime comme étant un winning horse. Alors, je ne sais pas si Maxime se sent flatté d'être comparé à un cheval, mais en tout cas, il s'agissait, à mon avis, d'un cheval gagnant. Comme vous le savez, Maxime Bernier est le député de Beauce. Il est natif de Saint-Georges-de-Beauce et il est le fils de Gilles Bernier, qui était lui aussi un député fort aimé de cette circonscription. La carrière politique de Maxime a commencé lors de l'élection de 2006, quand il a été élu avec la plus grande majorité à l'extérieur de l'Alberta pour un candidat du Parti conservateur, donc une autre preuve de son statut de cheval gagnant. En 2008, il a été réélu avec la plus forte majorité au Québec. Il a été élu ministre de l'Industrie. D'ailleurs, le directeur des départements de sciences politiques de l'Université McGill a décrit Maxime comme ayant été le meilleur ministre de l'Industrie des 25 dernières années. Enfin, il a été, comme vous le savez, ministre des Affaires étrangères. Avant son passage en politique, il a notamment travaillé à la Banque nationale, à la Commission des valeurs mobilières du Québec, à la Standard Life du Canada et, comme je le mentionnais, il a été également vice-président exécutif de l'Institut économique de Montréal. Son discours d'aujourd'hui s'intitule « Faire de la politique autrement ». Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir le député de Beauce, M. Maxime Bernier. Bon. La dernière fois que je suis venu à Montréal faire un discours, j'étais ministre des Affaires étrangères. C'était lors d'un souper et mon premier discours en tant que ministre des Affaires étrangères sur la mission en Afghanistan. Et il y avait un groupe, justement, qui était dans la salle et à chaque deux phrases, un après l'autre, les gens se levaient pour dire « Vive la paix »,« Non à la mission », etc. Et ça a perturbé mon discours. Mais bon, ça fait partie de la vie politique. Et même, on peut prendre ça comme un honneur, parce que si on dérange les gens, c'est parce qu'on est efficace. On dit des choses que l'on croit, et c'est ce que je fais en politique. Je dis des choses que je crois, je le dis franchement, je le dis avec passion, avec conviction, et ça dérange. Et aujourd'hui, bien Michel, je tiens à te remercier pour cette invitation-là. Merci pour ta présentation. C'est vrai, je suis en politique grâce à Michel. C'est lui qui m'a présenté à M. Harper. Et suite à ça, bien, c'est de l'histoire. Maintenant, je suis député de Beauce et très heureux de l'être. And I'm really happy to be here. To be here among friends. Happy also to see that the Montreal Economic Institute events are still bringing together so many interesting and dynamic people. Thank you for being with us. This is a marvelous institution, which is playing, as you know, a crucial role in Quebec and Canadian public policies. Thank you to the Montreal Economic Institute for being here in Quebec, and to speak about freedom. Merci, Michel. Oui. J'aimerais vous parler ce midi d'un problème fondamental de la politique d'aujourd'hui, de la politique telle qu'elle est pratiquée de manière conventionnelle. Pourquoi tant de gens, tant de Québécois, tant de Canadiens ont-ils l'impression que les choses empirent ou du moins que ça ne s'améliore pas, malgré la croissance économique et les avantages de la vie moderne? Bien, si on regarde certaines grandes tendances historiques, on peut conclure que c'est une tendance et c'est une impression
qui est bel et bien fondée. Parce qu'il y a une tendance qui s'observe, et la tendance, vous la connaissez aussi bien que moi, c'est que les gouvernements n'arrêtent pas de grossir. Bien, un plus gros gouvernement, c'est un gouvernement qui taxe plus, c'est un gouvernement qui dépense plus, c'est un gouvernement qui s'endette plus, c'est un gouvernement qui réglemente plus. Puis c'est un gouvernement qui intervient dans tous les aspects de nos vies et qui brime et réduit notre liberté d'agir. Bien, c'est ce qui s'est passé dans tous les pays du monde tout au long du 20e siècle. Le rôle, la taille et les pouvoirs des gouvernements ont augmenté radicalement. Et j'aimerais prendre comme exemple la mesure des dépenses publiques en proportion du produit intérieur brut, c'est-à-dire la portion de l'économie dans son ensemble contrôlée par les gouvernements. Eh bien, dans les principaux pays du monde occidental, elle est passée d'environ 10 % il y a un siècle à plus de 40 % aujourd'hui. C'est donc presque la moitié de toute l'économie qui est contrôlée par les gouvernements. La moitié de vos salaires qui s'en vont en taxes et en impôts. Mais, vous le savez, ces sommes gigantesques que nous payons aux différents paliers de gouvernement ne sont même pas suffisantes pour payer tous les programmes et toutes les interventions des gouvernements. Nos gouvernements doivent emprunter des milliards de dollars par année pour combler leur déficit. Il y en a peut-être parmi vous qui ont des jeunes enfants ou qui désirent en avoir. Eh bien, dites-vous que chaque bébé naît avec une dette de plusieurs dizaines de milliers de dollars qu'il devra rembourser d'une manière ou d'une autre au cours de sa vie. C'est peut-être pour ça que les bébés pleurent lorsqu'ils viennent au monde. Parlant de bébés, j'ai toujours dit et j'aime à répéter que les gouvernements nous prennent pour des enfants irresponsables. Et les gouvernements croient savoir mieux que nous ce qui est bon pour nous. On peut rarement faire une chose aujourd'hui sans devoir obtenir l'approbation d'un bureaucrate. Et savez-vous, par exemple, qu'il existe une loi au Québec et dans d'autres provinces qui impose un prix minimum pour la bière que vous achetez au magasin? Bien oui, la bière pourrait coûter moins cher, mais les gouvernements ont peur que vous en buviez trop si le prix est trop bas. Et c'est la Régie des alcools du Québec, ici au Québec, qui détermine un prix minimum pour la bière. Et je cite la loi. On détermine un prix minimum pour la bière afin qu'il n'encourage pas à une consommation non responsable. Ce n'est pas une blague, c'est écrit comme ça dans la loi. L'État vous prend pour des enfants irresponsables et fixe donc un prix minimum pour la bière. Puis ça donne bien, parce qu'un prix plus élevé, bien ça donne plus de taxes et plus d'argent dans les coffres du gouvernement. Les gouvernements contrôlent des pans entiers de l'économie, comme la santé et l'éducation, des secteurs qui sont constamment en crise et où il y a toujours des problèmes de financement. Mais pourtant, chaque année, les budgets de ces programmes augmentent sans cesse et augmentent plus vite que le reste de l'économie. On peut se poser une question. Comment est-ce possible? Bien, c'est l'ex-président américain, Ronald Reagan, qui a le mieux décrit la situation. Il a expliqué le point de vue des gros gouvernements interventionnistes. Et il a expliqué comme ceci. Si quelque chose bouge, taxez-le. Si ça continue de bouger, réglementez-le. Et si ça arrête de bouger, subventionnez-le. Ronald Reagan, lorsqu'il a dit ça, bien, il a expliqué le point de vue de gouvernement socialiste, interventionniste. Et c'est ça qui fait en sorte que l'État n'arrête pas de grossir.
Mais il faut se demander pourquoi la taille des gouvernements augmente et augmente sans cesse. Est-ce que tout le monde, ici dans cette salle ou à l'extérieur de cette salle, souhaite avoir des gouvernements obèses et tentaculaires? Est-ce que c'est pour ça que les gens votent des gros gouvernements interventionnistes? Bien, des économistes de l'École des choix publics ont tenté d'expliquer cette dynamique. Leurs recherches démontrent que les groupes qui partagent les mêmes objectifs ont fortement intérêt à s'organiser pour faire pression sur nous, les politiciens. Bien, ces groupes de pression, vous les entendez constamment dans les médias, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des subventions, des programmes sociaux plus généreux, des mesures protectionnistes ou un privilège fiscal ou légal. Ils veulent avoir une réglementation qui va leur permettre d'avoir un privilège ou qui va les protéger de compétiteurs. Bien, une faveur obtenue du gouvernement peut leur apporter des bénéfices considérables. Bien sûr, c'est vous, les citoyens, qui allez devoir payer pour toutes ces faveurs. Mais toutefois, vous n'avez sûrement pas le temps de manifester dans les rues et de participer à des réunions pour vous opposer à une mesure spécifique du gouvernement qui va vous coûter, disons, 10 $. Même si 10 $ par-ci, 10 $ par-là, bien, ça finit par faire des sommes gigantesques. Vous devez travailler et vous occuper de votre famille. Mais par contre, le lobby qui, lui, reçoit 100 millions de dollars grâce à une mesure spécifique du gouvernement, bien, ce lobby a un énorme intérêt à s'organiser pour faire pression sur les politiciens. Et il est très difficile pour les politiciens de dire non à ces lobbies. Pourquoi? Bien, parce que ces lobbies ont les moyens d'influencer les débats, de mobiliser rapidement des appuis et de susciter la controverse dans les médias. Mais d'autre part, on entend rarement ce que la majorité silencieuse a à dire, même c'est elle qui devra payer la note ou subir une nouvelle réglementation.